Bonjour et bienvenue du coup à tous les professionnels de la location saisonnière. Déjà, merci d'assister à ce webinaire qui sera présenté par Romain Giacalone, consultant et expert en location saisonnière. Et moi-même, du coup, compte manager France chez Aventio. Je m'appelle Romain Giacalone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, je vais juste commencer par me présenter un peu plus. J'ai un profil un peu atypique dans l'univers de la location saisonnière. J'ai commencé en tant que hôte Airbnb il y a 8 ans maintenant, avec un parcours précédemment dans le marketing, le référencement naturel chez Rue du Commerce. Et j'ai un peu allié les 2, au fil des ans. J'ai travaillé notamment dans différentes sociétés du secteur. Et depuis 3 ans, je me suis concentré sur une activité de consultant. Donc l'idée de ce webinaire, c'est puis surtout voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de positif pour profiter finalement de ce temps, pour ceux qui ont malheureusement pas de séjour à gérer. Je pense qu'il y a des opportunités pour profiter de ce temps pour faire du positif et qui va avoir un impact par la suite. Donc comme je vous disais, je suis un éternel optimiste. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire tout ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant, de faire tout ce que vous ne pouvez pas faire quand vous gérez des inondations dans les logements, des voyageurs pénibles, et cetera. Tous vos processus existants, les automatiser. Parce qu'à un moment donné, quand on envoie le même mail 10 fois aux personnes, 10 fois à un voyageur, ça ne sert à rien de le faire vous-même. De mon point de vue, je sais qu'il y a des personnes pour qui, l'automatisation, c'est signe de perte de qualité en termes de relations voyageurs, et cetera. Moi, je le vois plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, envoyer des mails de pré-check-in, ça peut paraître simple. Malheureusement, c'est pas commun, c'est-à-dire qu'il y a pas tout le monde qui le fait aujourd'hui. Il y a pas de vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire autant l'automatiser et que vous avez un mail qui est bien fait. Je suis sûr qu'Aventio vous le propose, donc Exactement, ouais, avec un voilà. système d'automatisation qu'on a en interne, donc directement intégré au logiciel Harmony, qui permet cette automatisation et de tâches répétitives. Donc c'est vraiment le moment, le moment de faire ces choses-là. C'est pareil, je connais l'envers de tout ça, pour avoir travaillé chez un outil, concurrent d'Aventio, et je sais que toutes ces sociétés-là ont des évolutions, proposent des nouvelles fonctionnalités régulièrement, et cetera. On reçoit des mails en tant que client, voilà, on vient de lancer ça, on vient de lancer ça, et cetera. Sauf que quand on est noyé dans le boulot, toutes ces choses-là, ça part dans un dossier, où on l'archive, et cetera, et on n'y prête pas attention. Allez jeter un coup d'œil à tout ce que Aventio a lancé dernièrement, et peut-être qu'il y a des choses aussi que vous n'avez pas mises en place faute de temps et qui pourraient être intéressantes de creuser aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. Sur cette partie notamment de relations voyageurs, au-delà d'automatiser pour gagner du temps, il y a aussi automatiser pour monter en qualité dans votre relation avec les voyageurs et pour poser un cadre dans la relation avec vos voyageurs. Pourquoi c'est important? Moi, je vous partage ceux qui suivent, ce que je fais, mes formations, et peut-être qui ont fait celle-ci en particulier, ont vu déjà ces notions-là. Ça, c'est le processus de communication voyageur que j'avais mis en place pour ma conciergerie, pour tous les séjours, pour tous les voyageurs, et cetera. C'est ce que j'explique en détail, justement dans cette formation qui est dédiée à ça. Et pourquoi? Je reviens juste sur la slide d'avant. Il y a un point. Je suis plus sur la slide d'avant. Si. Vous voyez toujours mon écran? Désolé, Oui. j'ai fait un clic, hasardeux. Si on revient sur la slide d'avant, il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est poser un cadre. Pourquoi poser un cadre? Parce que, je peux pas prendre la parole de tous les gestionnaires et toutes les conciergeries, de France. Moi, j'ai mon expérience par rapport à ça, mais je sais que
il y a quelque chose qui est hyper important quand on fait cette activité-là, c'est justement de mettre un cadre, avec ses voyageurs pour pas se faire bouffer et pour pas, se faire, inonder et dépasser de demandes qui sont, soit pas à la bonne heure, soit, qui sortent vraiment, qui ont aucun rapport avec la chose et cetera. Et comment on fait pour éviter de se faire submerger de demandes, de toutes ces questions, perpétuelles? C'est d'anticiper. C'est vraiment la clé, je pense, une des clés en tout cas dans cette activité, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu anticiper et faire en amont, c'est quelque chose que vous n'aurez pas à faire en la dernière minute et vous n'aurez pas à faire sur le moment. Ça va loin, hein. Là, on parle de processus de communication voyageur, mais je dis ça c'est, le contrôle complet du logement, de chaque robinet, de chaque chasse d'eau, de chaque ampoule. Enfin voilà, c'est sûr que si vous avez tout vérifié, ben, c'est pas le voyageur qui va le faire pour vous et qui va faire le crash test et vous appeler à minuit parce qu'il y a un problème. Donc, encore une fois, hein, je sais ce que c'est dans le meilleur des mondes, mais il y a des choses qu'on peut anticiper et notamment quand on a une réservation qui tombe, jusqu'au moment du check-in et jusqu'à après le séjour, il y a énormément de choses qu'on peut faire et qu'on peut automatiser pour éviter des problèmes, des incompréhensions, des litiges avec les voyageurs parce qu'on n'a pas dit clairement les choses. Donc, vous aurez le support, vous pourrez vous regarder en détail, mais c'est vraiment plein de bonnes pratiques. Ça, ce processus, hein, je suis pas en train de me présenter comme la personne qui a démarré sa conciergerie et qui a tout fait de nickel depuis le début. Ce processus, c'est au bout de 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui a été, affiné, au fur et à mesure en fonction justement des mauvaises expériences et des bonnes aussi, mais, c'est surtout les mauvaises qui ont donné des idées de choses à ajouter, à améliorer. Hem donc voilà, on va passer rapidement, dessus. Vous aurez le détail avec le document, mais c'est voilà, poser les bonnes questions au bon moment, donner les bonnes infos au bon moment, et surtout ne pas avoir peur de de donner un maximum d'informations. Il y a plein d'infos auxquelles on ne pense pas forcément, mais ça évite vraiment, pas mal de problèmes. Notamment, il y a un point qui est hyper important et qui est souvent pas fait, c'est le après check-in, à J+1, le lendemain de l'arrivée des voyageurs. Moi, je le faisais, avec un outil pour automatiser ça et en fait, je me suis rendu compte que ça permet, le après check-in et le avant check-out, selon la durée des séjours évidemment, hein. L'idée, c'est pas de harceler vos voyageurs, mais ça permet vraiment de déminer beaucoup de choses. Le J+1 après check-in, quand vous avez des voyageurs qui arrivent dans un logement, vous allez avoir peut-être des voyageurs qui vont détecter la moindre chose, ils vont vous le dire tout de suite. Vous avez aussi des voyageurs qui vont rien dire, qui vont partir du logement et qui vont vous mettre une étoile, un mauvais avis, et cetera. Et là, vous vous dites: «Mais c'est pas possible, pourquoi ils sont pas venus me voir? Pourquoi ils sont pas venus m'en parler? On aurait pu résoudre le truc», et cetera. Bah, on va pas changer les voyageurs, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Donc ce genre de message, va permettre de déminer ce genre de choses, c'est-à-dire le lendemain de l'arrivée, est-ce que tout se passe bien? Si vous voulez faire par téléphone, faites-le par téléphone, mais en tout cas, vraiment, je vous dis qu'il y a un vrai intérêt. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez la moindre chose, moindre remarque, et cetera? Ils ont pu vivre, passer une nuit dans le logement, ils ont pu potentiellement tomber sur quelque chose, donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir détecter et justement éviter, le problème au départ et c'est pareil avant le départ, on vous rappelle comment se passe le départ. Voilà les règles et cetera. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout s'est bien passé? Ça, c'est pareil, on a donné la parole. Ce qui est moi, en tout cas, mon approche, c'était vraiment ça quand je gérais des biens, c'était de me dire: «Le voyageur, je lui ai donné toutes ces opportunités pour prendre la parole et pour dire si quelque chose allait bien ou pas bien. Donc après, si vraiment il y a un litige, au moins moi, je suis à l'aise dans mes baskets et je sais que, il pourra pas se sentir, lésé ou on n'aura pas abusé de la situation si on prend de la caution et cetera. On aura vraiment donné énormément d'opportunités pour qu'il y ait du dialogue et qu'il y ait des choses qui puissent être signalées. Tout à fait. D'ailleurs, par Hem, rapport à ça, ouais. euh, nous, ce qu'on a mis en place dernièrement, un de nos derniers outils qui est l'Inbox Messaging, qui permet justement de faciliter au final cette
communication directement avec le touriste. Donc voilà, qui peut aller dans ce sens-là également. Ok. Du coup, c'est connecté avec les channels, c'est ça? Également. Ouais. Ouais, Ok, ouais. Ou directement dans le logiciel Aventure. ok, super. Euh, Après, il y a un autre aspect qui est toujours dans cette idée de profiter de enfin, de ce temps que vous avez potentiellement, c'est travailler vos contenus. C'est le moment ou jamais, surtout les photos des logements, les vidéos des logements. Là, bah, pour le coup, c'est vraiment le moment ou jamais, euh, si vous avez une bonne météo. Mais si vous devez refaire vos photos, si vous devez faire des vidéos, j'espère que cette situation ne va pas se reproduire, mais disons que si vous avez des visites vidéo de vos logements maintenant, bah, vous serez prêt parce que ça pourra être utile par la suite. Et vraiment sur l'aspect SEO, ce qui est vraiment important, donc c'est vraiment le descriptif des annonces qui sont très 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 souvent mis de côté. Et surtout blog aussi, si vous avez un blog, je sais qu'Aventure vous met un outil de blog à disposition. Euh, et c'est vraiment hyper important pour votre site. Là, on est en train de parler de votre site de réservation directe pour le référencement naturel. Il y a aussi les annonces sur les plateformes. Vous l'avez sûrement constaté, ça tend à s'atténuer un peu et à fusionner, mais généralement, les voyageurs qui sont sur HomeAway ne sont pas les mêmes que ceux d'Airbnb ou de Booking, etc. Donc, il y a quelque chose à faire aussi là-dessus pour un peu orienter le discours et la présentation de vos logements en fonction des plateformes pour justement séduire ces différentes typologies de voyageurs. Par exemple, si vous avez des appartements, vous savez que, après tout dépend de votre zone, hein, mais moi personnellement, j'avais très peu de courts séjours qui étaient générés par HomeAway. Par contre, j'en avais beaucoup par Airbnb, donc je savais que je pouvais toucher une clientèle professionnelle plus facilement sur Airbnb. Enfin voilà, c'est ce genre de choses que vous pouvez faire. Euh, et surtout, comme je vous le disais sur la question du processus voyageur, toutes les questions que les voyageurs vous posent sans arrêt, tous les problèmes que vous avez pu avoir par le passé, profitez-en maintenant pour blinder vos annonces et éviter qu'on vous repose la question X fois en mettant l'info directement dans l'annonce, même si je sais que tout le monde ne lit pas les annonces complètement. Mais ça vous sera au moins utile pour le référencement. Et vraiment, ce que je vous invite à faire aussi, au-delà de l'annonce, c'est vraiment de créer du contenu par rapport à votre destination. Donc là, Aventio a un blog. Si vous n'utilisez pas Aventio, vous pouvez créer un blog assez facilement. Il y a plein de solutions pour ça. Mais moi, en tout cas, ce en quoi je crois, et c'est comme ça que je m'étais positionné sur ma conciergerie, c'était vraiment du local. Il n'y avait pas de volonté de devenir une multidestination. C'est vraiment de prendre la parole et de créer du contenu sur localement, que ça soit purement en termes touristiques, en termes d'hébergement, etc. Mais montrer que vous connaissez votre secteur, mettez en avant les activités, mettez en avant les artisans. Enfin voilà, vous avez sûrement plein de partenaires aussi avec qui vous travaillez sur votre activité. Mettez-les en avant. Potentiellement, ils feront la même chose de leur côté. Enfin voilà, je vous invite vraiment à créer tout ce contenu. Après, on ne va pas rentrer dans le détail du SEO parce que ça peut être très technique, mais il y a plein d'outils. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez échanger plus longuement sur le sujet. Et surtout aussi, ce à quoi on ne pense pas assez, c'est créer du contenu par rapport aux propriétaires. Parce que potentiellement, vous cherchez des voyageurs, mais vous cherchez aussi des nouveaux propriétaires qui vont vous confier leurs biens. Donc, c'est important de prendre la parole aussi sur cet axe-là et d'expliquer comment vous faites votre métier. D'expliquer, je connais par exemple une conciergerie qui est sur la montagne, qui fait ça très bien et qui a fait une newsletter pour ses propriétaires et qui régulièrement leur explique, euh, présente des personnes de leur équipe, présente leur méthodologie, leur façon de travailler. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'en parlais
dans ma slide ici concernant les voyageurs, de poser un cadre et d'anticiper. C'est la même chose pour les propriétaires. Poser un cadre et anticiper, pour moi, le conseil, il s'applique aussi de ce côté-là. Euh, Parce que, en tout cas, moi personnellement, les rares fois où j'ai eu des litiges avec des propriétaires, c'est en fait, je me suis rendu compte que c'était moi qui n'avais pas été assez transparent vis-à-vis du propriétaire et en tout cas qui n'avais pas pris le temps de lui expliquer mon métier. Et je pense que c'est peut-être que ça vous est arrivé ou ça arrive à d'autres aussi, c'est-à-dire que on maîtrise son métier de gestionnaire, on le connaît par cœur, mais par contre, le propriétaire, lui, c'est à des niveaux différents, mais potentiellement, il n'a pas tous les détails. Il ne sait pas notamment à quel point ça peut être très technique, les connexions avec les plateformes, etc. Donc, je ne dis pas de rentrer dans ce niveau de détail-là, mais je pense que c'est hyper important de savoir être transparent sur ces sujets-là, d'expliquer. Ça peut être créer des PDF avec des visuels pour que ça reste assez simple en termes de compréhension, mais aussi créer du contenu public pour expliquer votre approche. Parce que potentiellement, sur votre zone géographique, vous n'êtes pas seul, vous avez des concurrents. Donc, à un moment donné, quand on cherche dans Google conciergerie Airbnb Aix-en-Provence, il n'y en a pas qu'une. Donc, comment on fait pour comparer? Comment on fait pour choisir? Donc, on va regarder le pourcentage de commission, mais quand il y en a 10 et que tout le monde prend 20%, on choisit qui? Je ne dis pas que tous les propriétaires sont pareils, mais moi, en tout cas, j'aurais tendance à choisir la société qui a une approche relativement transparente, qui m'explique son métier, qui m'explique comment il travaille, qui potentiellement est prête à me mettre en contact avec d'autres propriétaires, qui m'explique quel est leur processus quand ils rentrent un nouveau bien en gestion, peut-être en vidéo, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer là-dessus. Donc, vraiment, ce qui est important, la liste, elle peut être infinie, mais ok, oui, l'activité, elle est ralentie, freinée, stoppée, mais il y a énormément d'axes qui sont liés à ce métier, à cette activité, qui, en temps normal, on les néglige, on n'a pas le temps de bosser dessus, tous ces process internes, les logiciels, etc., le contenu. Et je pense que c'est vraiment le moment, finalement, voilà, il faut se dire, ok, c'est la cata, mais finalement, voilà, si j'ai un truc à faire, en dehors d'attendre des annonces et de voir comment les choses vont évoluer, c'est vraiment de me préparer, de m'armer pour, pour la reprise. Ouais. Donc, j'arrête mon monologue et on va pouvoir vous laisser parler ou sur le chat si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Exactement. Pour terminer, juste effectivement sur ce point, c'est vrai que le ralentissement de l'activité cette année, au final, ça peut être une opportunité pour revoir la qualité des mandats, la relation avec vos propriétaires, envisager de nouveaux partenariats avec des portails spécialisés comme on a pu le voir, capter une nouvelle clientèle, proposer des services voilà, pour tout type de séjour, que ce soit courte, moyenne, longue durée, et puis mieux s'équiper en fonction du séjour que vous choisissez, rénover les biens, voilà, prendre ce temps-là dans ce sens-là. Et à cette qualité de service, il faut aussi allier une bonne position tarifaire, je pense. Et c'est là qu'on pourra retrouver notamment PriceLabs, Keydata Dashboard, qui peuvent être des plateformes assez pertinentes pour justement être une solution dans le but d'optimiser votre positionnement en fonction du contexte. Donc, comme l'a dit Romain, donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vais donc les lire, Romain, et tu pourras y répondre directement. Alors, j'ai Franck qui demande quel est le profil des voyageurs en loc moyenne durée? Là, aujourd'hui, de ce qu'on voit, enfin moi, des infos que j'ai trouvées des différentes plateformes ou des interlocuteurs qui font de la location moyenne durée, il y a des professionnels, forcément, parce que il y a des professionnels qui ont encore besoin de se déplacer, qui ne peuvent pas faire de télétravail ou enfin, voilà, il y a une nécessité donc il y a des professionnels dans différents secteurs, beaucoup la santé, forcément, en ce moment. Donc,
Et après, il y a aussi des étudiants qui bougent encore, qui ont besoin de logement. Donc, c'est vraiment ces typologies-là en ce moment, étudiants et professionnels. Ok, merci. Marie qui demande: bonjour, comment faire de la longue moyenne durée quand j'ai une autorisation de changement d'usage par la ville? Alors, j'ai pas compris parce que généralement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on on a une autorisation de changement d'usage et on veut faire de la longue ou moyenne durée? Effectivement, Marie, si vous voulez préciser peut-être votre question dans le chat. Parce que, généralement, c'est la remarque ou la question inverse, c'est-à-dire que justement, bon, j'en parlais tout à l'heure, le bail mobilité notamment, permet de faire de la location moyenne durée sans devoir faire le changement d'usage et ça rend service à pas mal de gens. Là, s'il y a un changement d'usage qui a déjà été fait, a priori, je vois pas de problématique, Vous parlez de faire de la moyenne durée en plus de la courte durée. ouais. Mais si j'ai déjà fait le changement d'usage, puis-je passer de l'un à l'autre comme parler? Ouais, on peut combiner les 2 sans problème, ouais. Une question du coup, hop, je reviens, de Ralitza. En longue durée, Airbnb encaisse-t-il la totalité de la location, exemple 10 mois fois le loyer? L'envoi du SMS à J+1 peut-il se paramétrer sur Aventio? Bon, ça c'est bien. Je te laisse répondre à la première question. Alors sur des séjours, longs, comme, là, on l'évoque 10 mois ou, enfin plusieurs mois en tout cas, Airbnb s'est adapté, parce que, enfin, je le disais déjà depuis 2019, tout le monde, enfin, ils ont parlé de leur volonté d'aller sur, la location, longue durée et donc en fait, ils vont fonctionner comme une agence classique, c'est-à-dire qu'ils vont prendre chaque mois. Ils vont prélever, ils vont encaisser l'argent chaque mois, ils vont le reverser aussi aux propriétaires chaque mois. Ok. Concernant la question sur l'envoi du SMS, actuellement non. Après, on est en train de voir justement pour créer un partenariat avec Sapier qui pourrait éventuellement répondre à ce type de besoin. Déborah qui demande: est-ce que vous faites des formations pour la création de conciergerie, les démarches effectuées? Heu, non, pas encore. C'est une question qu'on m'a déjà posée. J'ai plusieurs formations sur mon site, mais pas aujourd'hui, c'est des formations plutôt pour des personnes qui sont en activité, qui ont une conciergerie, qui sont gestionnaires, agences immobiliers, propriétaires, investisseurs et cetera, sur des briques du métier. Mais j'ai pas de formation sur, «Je veux créer ma conciergerie, c'est quoi toutes les étapes?» mais il faudrait que je trouve le temps de le faire. C'est une bonne idée. On court tous après le temps. Exactement. Pascal qui demande: comment voyez-vous la saison d'été sur la Côte d'Azur? Alors, je peux pas, c'est difficile, je peux pas, voir, dans le futur, comme ça. Malheureusement, là, je pense qu'il y a personne qui peut se prononcer. On ne sait pas, là, je lisais encore hier, Japon, Corée, ils ont une troisième vague, donc voilà, je peux pas vous dire. On a vu tout à l'heure les chiffres, en tout cas. Ce qui est tangible, c'est les chiffres que j'ai partagés au tout début qui montrent sur Cannes, ce marché particulier qui a déjà des réservations. On a déjà du 13% sur le MIPIM. Heu, voilà, après tout va tenir à la situation sanitaire et au fait que, on va se stabiliser et que les choses pourront être maintenues. Donc, moi, en tout cas, mon avis très personnel, c'est de me dire que, si au printemps, on arrive à stabiliser et à vraiment sortir de cette situation actuelle, je me dis que l'été prochain, avec la frustration qu'il y aura eu, les gens vont vouloir massivement partir en vacances et vont avoir vraiment envie de vraiment partir, donc peut-être des plus longs séjours aussi, sur la période d'été. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que j'espère. Je peux pas le garantir, mais c'est ce que j'espère. Bernard qui demande: est-ce que cette tendance moyenne durée se confirme sur des destinations hors Europe?
Je ne sais pas, j'ai pas étudié la question parce que là, on était entre nous, entre francophones, principalement. Donc j'ai étudié ça et je vous ai trouvé de la data sur, principalement, sur la France et sur l'Europe. J'aurais tendance à dire que oui, puisque ce qui se passe, en ce moment, c'est mondial. Donc les répercussions et le mode de voyage qui est généré derrière, il s'adapte aussi dans tous les pays. Il n'y a pas de changement là-dessus. Après, enfin, la façon dont chaque pays réagit et ce que chaque pays a mis en place et la façon dont les choses évoluent dans chaque pays est tellement différente que je ne peux pas vous dire avec précision que oui, aux États-Unis, c'est exactement pareil, ainsi qu'au Canada et au Chili. Mais la location moyenne durée, comme je l'ai dit, n'a pas attendu ce qui s'est passé cette année pour devenir quelque chose qui évolue. Alors là, c'est déjà quelque chose qu'on constatait l'année dernière. Je vous conseille, euh, on parle de bail mobilité. Demain, je vais publier une interview vidéo d'une société qui est vraiment spécialisée sur le sujet. Et je vous intéresse vraiment à le consulter parce que ce qui est intéressant, surtout pour, pour vous, c'est que la personne, entre autres, qui travaille sur ce projet, euh, est gestionnaire aussi en région parisienne et parle de ces chiffres sur la location moyenne durée en 2019. Donc c'est hyper intéressant parce que là, c'est quelqu'un qui vraiment a des chiffres à partager sur le sujet. Super. Et enfin, une dernière question, du coup, que pensez-vous des séjours en arrivée le samedi uniquement? C'est très très c'est très très vague comme question. C'est-à-dire, euh, alors encore une fois, je vais donner mon avis très personnel sur le sujet. J'ai monté ma conciergerie, j'ai géré des biens appartements maison, donc avec des typologies de saisons différentes, de séjours différents, etc. Euh, j'ai essayé une saison d'imposer le samedi, du samedi au samedi en me disant que ça allait optimiser le taux d'occupation en bouquant enfin voilà, en bouquant toutes mes semaines. Euh, Généralement, alors je suis plutôt contre. Je dirais que ça me dérange pas si on le fait très en amont. C'est-à-dire que là, on est en novembre. Pour l'été prochain, imposer du samedi au samedi, pourquoi pas, si ça permet effectivement d'atteindre cet objectif de louer toutes les semaines complètes. Par contre, il faut savoir le retirer assez tôt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Enfin, je suis contre si on le laisse ça jusqu'en juillet ou mi-juillet. C'est-à-dire qu'au 15 juillet, vous avez encore 2 semaines qui sont vides comme ça. Pour moi, c'est un vrai risque parce que là aussi, on a parlé de tendance. J'ai pas d'études et de chiffres sous les yeux, mais c'est quelque chose qui est vrai. Et je pense que ceux qui louent des biens sur des zones comme ça, avec cette saisonnalité, le savent. Le samedi, c'est le jour où il y a le plus de monde sur les routes, c'est le jour où les billets d'avion sont les plus chers. Et les voyageurs, eux, ont changé leurs habitudes. Et vraiment, le samedi au samedi, c'est quelque chose qui tend à disparaître parce que ça arrange pas forcément tout le monde. Et on a aussi on a beaucoup plus de mix dans les durées de séjour, même l'été en pleine saison. On a des gens, moi je l'ai constaté sur Aix-en-Provence, qui viennent, ils font 3 jours à Avignon, après ils vont faire 4 ou 5 jours à Aix, et puis après ils partent sur la Côte d'Azur. Enfin, les gens mélangent des 4 5 jours comme ça, ils font des sauts de puce de ville en ville, et ils vont plutôt avoir tendance, au lieu au lieu de réserver 3 semaines à un endroit et de tout faire en voiture pendant ces 3 semaines, ils vont plutôt tendance à couvrir cette même zone, mais avec des logements différents. Parce que je pense parce qu'Airbnb a aussi un peu changé la donne et, euh, et que les gens ont cette possibilité aujourd'hui, alors pas qu'avec Airbnb, mais de multiplier les expériences en termes d'hébergement. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir, on peut, sur des mêmes vacances, être dans 2 ou 3 hébergements différents. Et on peut vraiment se faire plaisir avec des ambiances différentes, des équipements différents, etc. Donc j'aurais tendance, moi, à éviter le samedi au samedi. Après, il y a des zones où ça marche encore très, très bien. Typiquement la montagne. Et puis,
Et puis, je sais qu'il y a des gestionnaires qui ont 20 ans d'activité derrière eux et qui font beaucoup de directs et qui font du samedi au samedi sans problème parce qu'il y a cette récurrence des habitués. Donc voilà, c'est vraiment à adapter en fonction de sa typologie, de sa zone géographique. Et je voulais juste rajouter quelque chose, c'est la question sur la formation, de créer une conciergerie qui me fait tilter là-dessus. Hem, j'ai fait un mail hier, lundi, heu, où je parle justement non, c'était la semaine dernière, où je parle justement d'un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous, mais en tout cas, les sociétés qui ont eu recours au chômage partiel, vous pouvez faire financer une très grande partie d'actions de formation pour vos salariés. Quand je disais que c'est le moment de faire des choses, et cetera, il y a ce dispositif qui a été mis en place, il me semble que c'est le FNE. Et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, former, alors pour différents aspects, hein, de votre activité, de votre métier, mais en tout cas, vous pouvez faire financer, certaines formations, ou des formations par ce système-là. Donc ça peut permettre aussi de profiter de cet instant-là pour faire monter des gens en compétences et transfert de compétences en interne et voilà, apprendre des nouvelles choses. Exactement. Bon, Romain, je crois que c'est bon au niveau des questions. Merci beaucoup pour tous tes conseils avisés. Merci beaucoup, Romain. Merci, Merci à tous. bonne journée à tout le monde. Bonne journée.